Ah si, ça marche. On va attendre les dernières personnes qui rentrent. Faut le mériter, c'est ça? Bon, ben, merci à tous d'être si nombreux à cette conférence. Ça fait vraiment plaisir. Donc, conférence qu'on a intitulée Création et jeux de rôle, avec du coup 4 auteurs qui vont nous parler de la création de leur jeu, le processus créatif qui a mené à l'édition d'un jeu de rôle terminé, fini, que vous pouvez jouer chez vous avec vos amis. Je vais faire une petite présentation de chacun. Hein. Donc, on a Julien Moreau qui a écrit le jeu de rôle Meute, sorti cette année. Jeu de rôle qui lui n'est pas une adaptation, inspiré quand même de quelques légendes. Tu veux peut-être dire un petit mot pour te présenter? Ouais, normalement ton micro doit fonctionner. Oui, ça marche. Oui, bah, tout à fait. Donc le jeu vient de sortir là au mois de septembre. Meute, donc. Alors, bien entendu, c'est une création. Il y a des inspirations. Il y a toujours des inspirations. Mais donc voilà. Un jeu qui se passe en France, contemporain, où on joue des lycanthropes et qui met l'accent plus sur le folklore, les relations entre les joueurs, et puis tout un tas de petites choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, je pense. Alors, à ma droite directement, on a Étienne Barre, donc, qui lui a sorti le jeu de rôle Freepon RPG, pardon, adapté de 2 de ses romans, enfin dans un univers qu'il a créé et qu'il utilisait d'abord dans une forme littéraire, voilà. Le malade de Fronin et Face au démon, voilà. Donc pareil, jeu de rôle sorti à moins d'1 an, hein, je crois. Voilà, comment dire, Voilà, oui. quelques jours avant Noël. Voilà. De toute façon, là, tous les jeux de rôle dont on va parler sont sortis relativement, il y a à peu près 1 an, enfin dans l'année quoi. Et à ma gauche, donc on a Florent Maudou, tout à gauche, qui est dessinateur et auteur de Freak Squill, la bande dessinée. Et directement à ma gauche, alias Stéphane Gallet, qui auteur de jeux de rôle, qui avait déjà écrit le jeu de rôle Tigre Volant, a adapté en jeu de rôle la bande dessinée, a créé un système pour adapter en jeu de rôle la bande dessinée de Florent. Squill, le jeu de rôle. Alors, oui, en fait, on est 2 à l'avoir écrit. Donc, Antoine Beugly, mon compère, qui s'est surtout occupé des mécaniques de jeu, et moi-même qui me suis occupé de la partie background des scénarios. Voilà. Bah, sinon, moi T'as participé au jeu de rôle directement, Florent ou... en tant que consultant, oui, je veux dire que on m'a demandé beaucoup d'intervenir pour vérifier que tout était conforme à mon œuvre, quoi. Et sinon, au niveau autonomie, bon voilà, j'ai pu laisser des professionnels faire leur travail parce que voilà, ils sont super forts, quoi. Donc voilà, l'idée c'est que on va parler des différentes modes de création de jeux de rôle. Donc là, une adaptation de la BD d'un tiers, on va dire, parce que voilà, Stéphane, tu as dû adapter la bande dessinée de quelqu'un d'autre. Toi, Étienne, tu as adapté tes propres romans en jeu de rôle. Et Julien, toi, ce n'est pas une adaptation, mais tu t'es quand même basé aussi sur déjà des légendes, puisque ton jeu est une sorte de... On revisite un peu le mythe du loup-garou et d'autres légendes populaires françaises. Voilà. Déjà, une question que je vais vous poser à vous 4 et vous pouvez répondre chacun les uns après les autres, c'est pourquoi créer un jeu de rôle? Alors, plein de gens créent leur jeu de rôle, hein, mais pourquoi persévérer autant et en arriver jusqu'à un produit qu'on peut éditer, qu'on veut faire jouer à d'autres personnes, qu'on propose à vendre à un éditeur, voilà. Alors, qui veut parler en premier? Stéphane? Je vais peut-être lancer une grosse méchanceté. Bon, à la base, c'est quand même une grosse question d'ego. En fait, quasiment toute création est une question d'ego. On a envie de faire un truc, on a envie d'avoir son nom sur la couverture d'un bouquin et on le fait. C'est une question d'ego, c'est aussi une question parce qu'on peut le faire. Et il faut voir quand même que maintenant, il y a quand même pas mal d'outils qui permettent de faire de la création, surtout de faire de la publication à moindre coût. Mais je crois quand même qu'à la base, il y a vraiment une grosse envie si on veut faire un jeu de rôle parce qu'on veut faire un jeu de rôle. Toi, Florent, est-ce que tu étais rôliste déjà? Oui, alors j'ai été rôliste. J'ai découvert ça à la fac. En plus, c'est ça qui est amusant parce que je raconte des histoires qui se passent à la fac avec des super-héros foireux dans une fac foireuse. Et c'est quand je suis entré à la fac de mathématiques, c'était lié aussi au fait que j'ai découvert le jeu de rôle à ce moment-là. Et donc, j'ai vraiment
je suis tombé dedans, et puis c'est vraiment... ça nous a beaucoup amusé le temps qu'on a pu y jouer, quand on a trouvé le temps de pouvoir y jouer avec les potes. Et sinon, pour ce qui est de la création, le rapport à la création, oui, c'est vrai que je rejoins pas mal Stéphane. Et il y a aussi le fait de le partage aussi, le partager une œuvre. À un moment donné, juste une question d'ego, effectivement, c'est vrai que ça peut partir de là, mais ensuite, à un moment donné, ça devient autre chose quand l'œuvre est reprise par les autres. Et un jeu, c'est pas juste une œuvre, un bouquin. Il y a une notion de partage qui est encore plus intime. Donc voilà, je pense que le jeu de rôle, ça justifie bien aussi par rapport à la littérature, qui est... c'est pas comme le cinéma, qui est pas aussi subi que le cinéma, mais la littérature, on est quand même actif en lisant une œuvre. Et le JDR, on est encore plus actif, on devient acteur d'une œuvre et d'une fiction qui se crée ensemble. Finalement, c'est permettre à d'autres personnes de rajouter encore quelque chose, de réinterpréter eux-mêmes une œuvre. C'est ça. Donc du coup, toi, que quelqu'un, que 2D s'en fasse, l'éditeur, et Stéphane et Antoine aient adapté ta BD en jeu de rôle, c'est un peu une boucle qui se referme, quoi. C'est un peu une boucle qui se referme, et surtout que cette boucle, en plus, elle n'a pas vraiment de motivation financière. Parce qu'il faut voir que, par exemple, moi, en tant qu'auteur de BD, je gagne bien mieux ma vie qu'en tant qu'illustrateur de JDR. C'est un truc qui n'a rien à voir, quoi. Mais à un moment donné, pour toucher le cœur des gens un peu plus profondément encore que juste faire partie du paysage culturel, entrer dans le JDR, c'est aller encore au-delà d'une expérience culturelle. Et enfin, je pense que tu pourras aussi en témoigner. Étienne. Voilà. Étienne, peut-être que D'ailleurs, on va te passer peut-être le micro. Toi, tu as adapté tes propres romans et tes propres nouvelles en jeu de rôle. Alors, pourquoi? Donc tout à fait. Donc moi, je suis rôliste depuis 35 ans, avec comme beaucoup de rôlistes de mon âge, avec une grosse période d'interruption au moment du début de la vie professionnelle, des enfants, du mariage, tout ça. Enfin, une phase dans laquelle, on va dire, les plus de 40 ans se reconnaîtront sans problème. Et je suis revenu au jeu de rôle tout simplement par mon fils, qui est un jour revenu, comment dire, un après-midi au centre aéré. Papa, on a fait un truc, ça s'appelle du jeu de rôle, c'est génial. Mon fils, je suis ton père. Et donc je suis revenu par là. Et j'ai repris des éléments que j'avais écrits il y a 25 ans sur des vieux cahiers d'écoliers. Bon, quand j'ai ouvert ça, j'ai trouvé ça gentil, j'ai trouvé ça un peu mièvre. J'avais 25 ans de plus. Donc j'ai repris des éléments, j'ai créé un univers qui s'appelle les Follandes. Moi, j'aime beaucoup la fantaisie, mais j'aime pas du tout cet aspect de la fantaisie aujourd'hui qui veut qu'on aille vers des choses plus en plus sombres, plus en plus glauques, plus en plus désespérées. Moi, j'ai coutume de dire, si vous voulez du glauque et du désespéré, ben, vous ouvrez les yeux, vous ouvrez le journal, vous regardez autour de vous. Et moi, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus positif et joyeux. Et donc, sans tomber dans le mièvre, ce qui est un délicat travail d'équilibriste. Et donc j'ai fait mon univers des Follandes, que j'ai commencé par mettre sur un blog. Et j'ai commencé mon premier roman qui s'appelait La balade de Fronin, sous forme d'épisode sur un blog. Sauf que j'en ai écrit, puis au bout d'un moment j'avais matière. Je l'ai auto-édité parce que j'avais pas envie de me prendre des lettres de refus d'éditeurs. C'est pas une période, tous ceux qui ont écrit, qui ont connu ça, c'est pas très marrant, et que je vais dire, à la limite, pour nourrir ma famille et puis pour me manger, moi j'ai un autre métier, heureusement pour moi. Et j'en ai fait un deuxième, parce que quand j'ai fait le premier, que je l'ai diffusé dans un cercle restreint, en général autour de copains, mes copains m'ont dit, c'est super, t'annonces vachement bien la suite. Pardon. Donc j'en ai fait un deuxième, qui s'appelle Face aux démons. Et une fois face aux démons, à une convention de jeu de rôle, je vois un type passer, avec une grosse barbe, qui m'achète mon livre, qui me dit, je suis éditeur à Brest. Oui, très bien, monsieur. Et qui m'a réécrit 3 mois après, et qui m'a dit, mais pourquoi je t'ai pas édité avant? Après, je me suis mis à faire un jeu de rôle, toujours en amateur, pour jouer, je dirais, entre moi avec mes potes, et quitte à écrire des éléments, je les mettais sur mon blog. Et pareil, Michel qui est revenu à l'assaut, qui me dit, mais mon Dieu, tu fais un jeu de rôle, je veux t'éditer. Je dis, Michel, putain, c'est un truc de 60 feuilles à 5, c'est du bricolage, on va jamais y arriver. Et il m'a tanné jusqu'au moment où on a fait ça. Voilà. On a fait un jeu de rôle qui a connu un financement participatif l'an dernier, qui a, dans sa micro-niche, plutôt bien marché. Et voilà.
Et donc, voilà l'histoire. Moi, c'est un vrai conte de fées, quoi, parce que je me retrouve édité sans jamais avoir cherché à le faire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis invité à Octogone. Il y a des gens qui viennent vers moi en me disant mais j'adore ce que vous faites. Je veux dire, on a joué à ton jeu, on a rigolé, on a passé des bons moments. C'est tout ce qu'on demande, quoi. Je veux dire, c'est tout ce que je demande. Finalement, l'ego arrive un peu après, dans ton cas. Mais c'est aussi une affaire d'ego, c'est qu'effectivement, faut être honnête, quoi. Moi, la première fois où j'ai reçu mon premier livre, qui était une auto-édition, on va dire vraiment bricolé, enfin honnêtement il était moche, aujourd'hui j'ose plus le montrer, quoi. Mais quand j'ai tenu ça dans mes mains, je vais pas dire que j'y suis allé mettre ma petite larme, parce que je suis un dur de dur, malgré... Mais ça fait quelque chose quand même. Et donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai plutôt laissé tomber l'écriture romance de fiction, parce que je veux pas tomber dans ce biais qu'ont beaucoup trop d'auteurs de fantasy qui racontent tout le temps la même histoire. Moi, si j'écris quelque chose, c'est que je veux inventer quelque chose. Ce roman n'est pas le même que celui-là, n'est pas le même que mon recueil de nouvelles. Et par contre, écrire du jeu de rôle, franchement, j'adore. Moi, je viens de Bretagne. Pour venir de Bretagne, Michel, mon éditeur, est passé me prendre. On a passé 12 heures dans la voiture. On n'a pas vu le temps passer parce qu'on a parlé de d'abord, de rôlistes qui se rencontrent. Qu'est-ce qui se raconte des histoires de rôlistes. Et on a parlé de nos futurs projets. Et voilà, donc je veux dire, et je pense que c'est une histoire que j'espère, qui va continuer longtemps. En ce moment, j'ai le droit de faire un peu de pub ? allez. En ce moment, on a un full lancement sur Ulule qui s'appelle Mon ennemi, c'est la finance. Où, en fait, pour financer notre campagne, et là, dans la voiture, avec Michel, on est en train de parler de notre projet 2019. Voilà. D'ailleurs, voilà, c'est édité aux éditions Stella Maris si vous voulez avoir plus d'informations. On est au stand de Carlaf tout au fond, juste après. Qui ont un stand à la convention, comme de Descends Fast, je ne l'ai pas précisé, qui édite Rick Squill. Il y a dans les deux témoignages, on a vu quelque chose d'important, c'est que faut pas faire du jeu de rôle si vous voulez gagner de l'argent. Je pense que là, vous vous trompez un peu, et je pense que Julien va pas me démentir. Ah, je te dément pas, non, effectivement. Si je peux me permettre, j'ai une formule, je dis souvent, pour avoir une petite fortune grâce au jeu de rôle, il faut commencer avec une grosse fortune. Elle est pas de toi. Non. C'est une vieille bug qui date des années Mitterrand, ce qui donne ici que moi aussi je suis vieux. Bah ouais. Alors bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que on est des rôlistes. Et la plupart des rôlistes que je connais, on a tous, ce que tu disais sur tes cahiers d'il y a 25 ans, on a tous un peu bricolé un bout d'univers, un bout de règles, on a tous fait un peu ça, on a tous, quand on a commencé, il y a vraiment, alors c'est vrai qu'il y a l'ego, hein, mais il y a vraiment ce côté, je me nourris du jeu de rôle, j'en joue, j'en lis, et puis je fais mes scénarios, et puis finalement je change un bout de règle, et puis un autre, et puis finalement je construis un peu mon propre... Il y a un côté très Lego, très mécano dans le jeu de rôle un petit peu, où on vient apporter ces choses-là. Moi, en ce qui me concerne, il y a une dizaine d'années, j'ai rejoint une association sur Marseille, qui a disparu depuis, qui s'appelait Oniria, et qui organisait une convention un peu comme celle-ci. Et on reçoit des auteurs, on discute, on fait des parties de jeux de rôle, et puis il y a une émulation qui se fait entre les membres de l'asso, et puis on dit, moi, je réfléchis à ça, j'ai une idée, je ferai ça. Et moi, j'avais cette idée de, tiens, j'aime bien faire un jeu de rôle en mettant le groupe, le collectif vraiment au centre du jeu, si j'ose dire. Et comme j'aime bien les loups, je le ferais bien avec une meute de loups, quoi. Et ça part comme ça. Et puis effectivement, après on réfléchit, on avance. Et alors évidemment qu'il y a des questions d'ego dans le sens où on a envie de se valoriser, on a envie de faire des choses positives, on a envie de construire quelque chose et de pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est sympa. Mais je crois que ce que je mettrais vraiment en avant, moi, c'est ce côté vraiment... alors c'est peut-être le cas dans tout un tas d'autres activités, mais je parle de ce que je connais, c'est-à-dire du jeu de rôle. Il y a vraiment ce côté, dès qu'on commence à vraiment s'intéresser au jeu de rôle et à pratiquer, il y a ce côté Lego, quoi. Il y a ce côté, j'aime bien construire mes propres univers, des petits bouts de règles. Et une chose entraînant l'autre.
et ben notre chose entraîne dans l'autre. Si on est un petit peu persévérant et qu'on fait aussi des rencontres, hein, parce que je l'ai pas dit, mais effectivement Meute est sorti chez John Doe et le rôle de l'éditeur dans mon cas a été grand, parce que moi j'avais fait un jeu qui était un jeu amateur. J'en ai parlé sur des forums internet en me disant bon ben voilà, je pense que je suis arrivé un peu à la fin du truc. Je sais pas trop quoi en faire de mon jeu maintenant, peut-être et puis là j'ai un éditeur qui m'a envoyé un mail, il me dit bah envoie-le ton jeu, j'aimerais bien le lire quand même. Et puis voilà. Et c'est vrai que entre ce que j'avais fait à l'époque et le jeu que vous pouvez lire maintenant, il y a une vraie différence aussi qualitative, dans le sens où un bon éditeur, ça vous aide à accoucher de votre idée. Donc voilà, c'est aussi ça. Il y a de l'ego, il y a ce côté Lego de j'ai envie de créer quelque chose et d'y mettre ma patte. Et puis il y a les rencontres et le partage dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que c'est tout ça qui fait que on a envie et on parvient finalement à réaliser le projet. Donc on voit bien aussi dans ce que vous avez dit, c'est le travail de l'éditeur, il est important. Mais avant ça, est-ce que quand on commence à créer son jeu, il n'y a pas des étapes, des choses qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme plan de travail un peu à un jeune auteur de jeu de rôle qui veut se lancer, ou est-ce que toi Alias tu veux commencer à en parler ou... Alors, le fait est qu'en jeu de rôle, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Disons que je pense que le monde du jeu de rôle n'a pas besoin d'un 198e jeu, oui 98e, je suis suisse, 198e jeu médiéval fantastique avec des orques, des nains et des elfes. Parce qu'il y en a déjà eu 197 et fondamentalement, voilà, c'est vraiment trop. Il faut essayer de poser une idée. Si vous n'arrivez pas à résumer en une phrase votre jeu, il y a déjà un problème. En plus, l'autre truc, c'est que il faut avoir une idée assez claire de là où on veut aller. Quels sont les principes, quel genre de jeu on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un jeu qui va plutôt être orienté exploration, orienté baston, orienté négociation sociale? C'est des choses, c'est des décisions qui sont à faire. On peut très bien ne pas prendre ces décisions et dire on peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est une erreur que j'ai faite. Donc oui, c'est une erreur. Je dirais qu'après, le truc intéressant à voir, c'est... Je t'interromps, c'est une erreur que tu as fait pour Tigre Volant, mais pas pour Freaksquill. Non, c'est effectivement, c'est une erreur que j'ai fait pour Tigre Volant. Fort heureusement pour Freaksquill, il y avait quand même déjà... Alors le fait de bosser sur Freaksquill, il y avait un gros avantage parce que Florent avait déjà une très très bonne idée de ce qu'il voulait. Il a une idée, il a une vision très claire de quel est son univers, de quels sont ses principes, de quelles sont ses idées forces. Et ensuite, ça a été notre travail, ça a été surtout à nous de mettre en forme ces idées, de pouvoir leur donner une vie et leur donner une réalité dans le jeu, de façon à ce que le jeu en lui-même, avec ses mécaniques, ne dénature pas l'univers qu'on veut représenter. Bon, je sais pas, Étienne ou Oui, si, j'en prie. Si j'avais un conseil à donner à un créateur de jeux de rôle, ce ne serait pas un, mais 3. C'est testez-le, testez-le, testez-le. C'est une évidence. Beaucoup de proverbes aujourd'hui. Hein. L'autre chose, c'est que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphane. Si vous êtes incapable de résumer votre jeu en une phrase, c'est mal parti. Moi, au départ, je disais que c'était Robin des Bois de Walt Disney, redessiné par Milo Manara. Le souci, c'est que Milo Manara, c'est une référence qui parle pas tout. Robin des Bois de Walt Disney, ça allait, en général. Milo Manara, on va dire les moins de 35 ans, avaient un peu de mal. Donc du coup, j'ai trouvé Fripp en RPG, ne tuez plus les méchants, baisez-les. C'est un peu excessif, mais c'est quand même un peu l'esprit du jeu. C'est un peu plus subtil que ça. Si je peux me permettre un autre conseil, si vous n'êtes pas super méga bon sur les systèmes, ne vous embêtez pas à le créer. Il y a des quantités de systèmes dans le monde. En plus que les créateurs ont la gentillesse de nous mettre en licence, faites-en ce que vous voulez, on ne vous demandera même pas d'argent. Moi, j'ai choisi le système fou, Freeform Unlimited, qui est fait par un Australien que je bénis tous les matins quand je me lève, qui s'appelle Nathan Russell, qui est, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais P, 3 petits points, c'est ce que je cherche depuis 20 ans. Il y en a tous, il y en a plein des systèmes aujourd'hui, donc, focalisez-vous sur l'univers si vous n'êtes pas
hyper bon sur les systèmes. Et être hyper bon sur les systèmes, Stéphane ne me contrariera pas. C'est un talent. Hein. C'est un talent que moi, j'ai pas. Les premiers systèmes que j'ai bricolés, c'était une horreur absolue. Je ne te contredirai d'autant pas que ce n'est pas moi qui ai écrit le système. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour l'anecdote, Antoine qui n'est pas là mais qui se joint à nous pour l'écriture, qui s'est joint à nous pour l'écriture du jeu, lui, il est le premier à vendre le jeu en disant que le système il est là à titre indicatif et que le livre il est exactement. Il permet aussi de s'immerger dans l'univers et à la rigueur jouer avec un autre système. Alors, je mettrais quand même un bémol, c'est qu'un système bien fait est quand même un gros bonus bien pour sûr. un jeu. Oui. Avoir une mécanique de jeu, quand je parle de système, on va partir plutôt de mécanique de jeu. Une mécanique de jeu qui reflète les principes qu'on veut mettre en lumière, c'est vraiment un énorme plus pour le système. Tout à fait. Je suis un petit peu réticent sur les systèmes génériques. J'ai tendance à dire que les systèmes génériques donnent des jeux génériques. Alors je veux pas te balancer ça dans la tête, Étienne, mais pour moi, avoir un système, ou en tout cas des éléments de jeu, des éléments mécaniques de jeu qui permettent de renforcer le genre de jeu qu'on veut faire, le genre de mécanique qu'on veut mettre en lumière, le genre de réflexe qu'on veut inculquer aux joueurs, c'est à mon avis un énorme plus. Alors je crois que c'est pas vous avez deux points de vue là qui sont exprimés différents et qui sont toujours pertinents tous les deux pour un jeu créateur. Mais toi, par exemple, Étienne, tu as trouvé en fait le système qui correspondait à ce que tu voulais faire transmettre avec ton univers. Sachant, Stéphane et tous les autres, que quand vous prenez le système fou original et que vous prenez ce qu'on en a fait, on l'a quand même méchamment tuné, même si on n'a pas touché à la mécanique de base. Oui, bien sûr. On l'a quand même effectivement vraiment adapté. Une fiche de base de fou, c'est comment dire, ça tient sur un gros post-it. Un gros post-it. Nous, on monte au moins à la page A5 quand même. Sinon, en dehors de ça, il y a aussi tout ce qui est règles personnelles qui viennent s'ajouter. Hein. Je pensais à un papier que tu avais posté, Stéphane, que j'avais vu sur Facebook. C'était à propos de cette espèce de jeton que tu mettais sur la table, au milieu de la table, et que tu disais, voilà, si jamais quelqu'un qui se sent mal à l'aise par rapport à quelque chose qui se passe dans la partie, on a le droit de s'en saisir. Et ça, je me suis dit, c'est pas dans le système, mais c'est aussi une règle de jeu. Alors là, on est plus dans les éléments de système, dans des éléments quelque part de méta-jeu. Je dirais par contre aussi, quand on est auteur de jeu, je dirais que c'est un petit peu dangereux de se défausser de la mécanique en disant si ça vous plaît pas, prenez un autre truc. Parce que ça signifie quelque part que soi-même, en tant que créateur, on n'a pas vraiment fait son boulot. Le jeu idéal, le jeu de rôle idéal, il a des mécaniques qui sont tellement bien qu'on n'a pas envie d'en changer. Alors, moi, je suis très team Stéphane là sur le coup. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Il y a un postulat que j'ai pas précisé, que je vais faire tout de suite. Moi, j'ai écrit un jeu de rôle. C'est mon premier. Je ne prétends pas être un expert. Ce que je peux faire avec vous, c'est partager mon expérience. Mais j'ai pas une maîtrise ou un doctorat ou ce que vous voulez en jeu de rôlologie, simplement. La question des systèmes, effectivement, moi je pense que le système ça compte parce que ça permet de. Idéalement, le système influence la démarche que vous voulez faire. Je prends un exemple, au hasard dans mon jeu. Vous voulez qu'il y ait une dualité, que votre joueur joue à la fois un personnage humain et un personnage loup. Vous mettez une mécanique pour qu'il puisse switcher de l'un à l'autre. Vous faites l'appel de Cthulhu. Alors que seulement dans des jeux à la donjon existent, vous vous dites quand même ce qui est important, c'est qu'il y ait de la folie. Et vous mettez une mécanique de santé mentale. Donc c'est important qu'il y ait une mécanique qui vienne à l'appui du jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément créer un système ad hoc à chaque fois. Si vous trouvez un système qui soutient la proposition de jeu, très bien. Mais c'est important d'avoir un système qui soutient cette proposition de jeu. C'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Sans entrer dans le détail, l'appel de Cthulhu est basé sur le système d'un autre jeu de rôle. Donc voilà. On va pas faire l'histoire du jeu de rôle ici. Mais... D'où l'expression tu prends Cthulhu et t'adaptes. Je voulais revenir, si tu permets, sur la question initiale. Pareil, je suis assez d'accord sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que moi, ce qui me semble important, c'est de savoir ce qu'on veut faire, d'avoir une idée claire. Et ça a l'air de rien, mais c'est pas si simple de clairement savoir ce qu'on veut faire et d'après de s'y tenir, de se dire... Quand vous écrivez les différents éléments du jeu, univers, règles, ce que vous voulez, ce que je veux faire, c'est ça. Ce que je veux faire, c'est ça. Ce que je veux faire, c'est ça. D'enlever, je prends encore un exemple, excusez-moi, je parle de mon jeu, mais comme je vous disais, c'est l'expérience que je connais, dont je parle de ce dont je connais. Si je dis que je veux faire un jeu qui soit plutôt basé sur les relations entre les personnes, et que je vous ponds des catalogues d'armes et des règles de combat à longueur de page, je suis à côté de la plaque.
il faut que je mette en avant des mécaniques relationnelles et que ce qui va avoir trait au combat, sans dire qu'il est absent, il soit un peu en retrait. Donc, et dans l'univers, c'est pareil. Il faut garder cette idée en tête et c'est pas aussi simple que ça. C'est aussi là qu'un éditeur d'ailleurs peut être utile, ou si on est dans une démarche indépendante, avoir des gens qui peuvent relire et ce que disait Étienne, c'est-à-dire tester, faire relire, avoir des vrais retours, pas le retour de maman qui dit « Ah, c'est super ce que tu fais », non, des retours un peu argumentés, un peu sérieux. La difficulté apparaît là aussi, hein, parce que lorsque vous avez des retours argumentés, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous laissez, c'est pas toujours facile. Ça, c'est un vrai apprentissage. Et quel est le seul guide ? Ce que je veux faire, ce que je veux faire, ce que je veux faire. Vous pouvez avoir des bons arguments, mais ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire. Et tester. Et tester parce que tant qu'on reste dans la théorie, dans l'écriture, c'est déjà bien, qu'on a des relectures, c'est très bien. Mais tant qu'on n'a pas testé avec des petits joueurs qui vont vous démonter ce que vous aviez prévu, qui vont peut-être optimiser quelque chose qui n'était pas optimisable dans votre esprit, qui vont... Bref, peu importe, mais il faut tester pour le système, il faut aussi tester pour l'univers, parce qu'une bonne idée peut se révéler finalement même de background, finalement pas très intéressante. La relecture, le test, les conseils, voilà. Et quand je dis testez-le avec plein de gens. Ne le testez pas juste avec votre bande de joueurs habituels. Donc autrement dit, allez dans des conventions, allez, faites du... Aujourd'hui, on a un truc génial qui s'appelle le jeu en ligne, qui vous permet facilement, avec des forums, avec des différents trucs, qui vous permettent de trouver des gens. Et n'hésitez pas, demandez-leur, je veux dire, et acceptez quelque part qu'on vous flanque des baffes. Moi, un de mes plus grands fans, la première fois qu'il a joué avec moi, en fin de partie, on fait un petit débriefing, je m'en suis pris plein la tête. Il m'a dit, tu nous mènes trop par le bout du nez. Laisse-nous, on n'a pas l'impression de respirer. Et effectivement, je veux dire, d'où des idées de mécanismes qui permettent aux joueurs, dans mon jeu, de prendre la parole, d'introduire un bout d'univers, de ressortir un truc de leur chapeau... voilà quoi. Je dirais qu'il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger quand on veut publier un jeu, c'est que publier ça signifie qu'on va le rendre public, c'est-à-dire que d'autres personnes que soi vont le lire, et donc il faut qu'un jeu soit lisible par quelqu'un qui ne soit pas dans votre tête. Soit lisible et compréhensible, s'entend. C'est-à-dire que là aussi un bon test, c'est de donner le jeu à quelqu'un que vous connaissez éventuellement, mais qui ne joue pas forcément avec vous, et dire voilà, qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu arrives à retirer de la lecture de ce truc-là ? Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est peut-être simplement parce que la personne en question n'a pas votre vécu, ça fait pas 10 ans que vous vivez avec le même jeu. Et donc c'est important aussi de faire en sorte d'avoir quelque chose de clair, de facile à lire, aussi pour des gens qui ne sont pas vous. Je peux me permettre de donner un exemple personnel. J'ai un ami, Adrien Cahuzac, qui a écrit un jeu de rôle qui s'appelle L'Agence, un jeu de rôle d'espionnage. Il a refusé que je joue à ses parties. Il m'a dit non, je vais te le donner et voir si tu arrives à te mettre du jeu à ce jeu-là. Ouais, je crois que le micro, c'est un peu compliqué. On va faire comme ça. Oui, et du coup, il avait refusé que je joue avec lui à ses parties. Il voulait me le donner pour qu'il voit que juste en lisant le livre, sans qu'il m'ait rien expliqué, je puisse mettre du jeu à son jeu et que je puisse le comprendre. Pour lui, c'était le test ultime pour savoir si c'était publiable. Ou alors juste il voulait pas jouer avec toi. Peut-être, je ne sais pas. Sinon, juste pour revenir sur l'histoire de l'adaptation d'un univers au jeu et à un système, c'est vrai que ça influence énormément la manière dont les gens vont se comporter autour de la table. Et un système qui vous encourage par exemple à jouer en équipe, ou bien à jouer justement de manière solo, parce qu'il y a une ambiance paranoïaque autour de la table par exemple, ça influence énormément le comportement des joueurs et des joueuses autour d'une expérience sociale, quoi. Parce que c'est avant tout c'est ça un JDR, c'est on confronte aussi nos propres fantasmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous jouez quoi ? Vous jouez votre fantasme, vous jouez votre pire ennemi, vous jouez votre pire vous. Et des fois le système vous encourage à aller chercher ces trucs un peu bizarres dans le fond de votre tête. Et ça c'est justement voilà. Tout à l'heure j'ai dit des trucs par rapport à Antoine et quelque part il a dit quand il vend le jeu effectivement il dit le système et vous pouvez vous en passer, mais par contre il a quand même fait un travail d'adaptation de mon univers qui est vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il a été chercher ce qui était l'essence de Freak Squill
ce côté, c'est des losers dans une école de losers qui en fait s'avère être une école de méchants. Et donc, comment vous transcrivez ça? Comment vous arrivez à justement aller chercher tout ce qu'il y a de plus tocard au fond de la tête des joueurs pour les encourager à créer des personnages qui, à un moment donné, vont être confrontés à leurs propres les éléments ADN en eux qui peuvent les rendre méchants aux yeux du public. Dans le genre méchant, c'est-à-dire pourquoi un méchant est un méchant dans un film. Souvent c'est parce qu'il est stupide ou qu'il a un pouvoir un peu nasbrock et qu'il a la mauvaise solution à une équation donnée, quoi. Et finalement le système en tout cas qui a été pensé par Antoine encourage le joueur à aller chercher sans le savoir ce qui fait de lui l'anti-héros de son histoire, quoi. Je sais pas si je suis clair. Oui, d'ailleurs, du coup, on va peut-être revenir là-dessus, ce travail d'adaptation. Oui. Donc chacun dans votre domaine. Donc, comment ça s'est passé là déjà sur Freesquill? Vous commencez comme ça. Vous avez dit que vous aviez travaillé main dans la main, mais ça a été quoi les étapes de l'adaptation du jeu? On peut commencer par le début, c'est-à-dire que effectivement il y a une œuvre qui, je sais plus j'avais combien de tomes à l'époque, 6 ou 7, j'avais presque fini la série, et il y avait Céline en fait qui partait d'Ankama et qui avait ça dans ses bagages et qui connaissait aussi Stéphane et Antoine. Alors pour être très précis, à l'origine, Antoine et moi étions fans de la BD. On avait contacté Céline qui travaillait à l'époque pour Ankama en lui disant on aimerait beaucoup faire une adaptation de Freesquill. À l'époque, Céline travaillait sur un autre jeu qui était aussi une autre adaptation, qui était City Hall. Et du coup, on a travaillé sur City Hall parce que j'aimais bien City Hall aussi. Donc du coup, j'ai fait 2-3 trucs, j'ai fait quelques scénarios. Et par la suite, il se trouve qu'à Troll et Légendes, j'étais à Troll et Légendes, Florent était aussi à Troll et Légendes. On en a profité pour discuter autour d'une bière, parce que Troll et Légendes. Et donc du coup, je lui ai exposé les idées que j'avais déjà. Ça se passe en Belgique, c'est pour ça la bière. Oui, c'est sponsorisé par la cuvée des Trolls, donc c'est quand même un des gros sponsors de la convention. Donc du coup on a discuté, je lui ai présenté un petit peu les idées que j'avais et puis il se trouve que on a découvert qu'on avait pas mal d'idées assez voisines et puis on avait le même genre d'humour débile. Donc du coup ça a été assez facile de travailler comme ça. Et puis ensuite il y a eu tout un processus administratif que je vous épargne parce qu'il a quand même fallu signer des contrats avec Ankama à un moment donné. On n'allait pas quand même faire ça dans notre coin et puis hop, surprise, on publie le truc et Ankama dit dites au fait. Donc nous on est passé par eux. D'ailleurs c'est Ankama qui édite le jeu, c'est pas 2D sans face. 2D sans face agit en tant que studio dans l'histoire. Et donc ensuite on s'est attelé à la fabrication du jeu, à essayer déjà de déterminer un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire comme ambiance, qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant, notamment tout le côté, c'est dans une école, donc on va intégrer pas mal d'éléments scolaires, universitaires, donc l'idée d'avoir des TP, l'idée d'avoir des semestres, l'idée d'avoir des années, comment est-ce qu'on traduit ça en mécanique de jeu. Ensuite, il a fallu aussi travailler sur l'univers parce que l'univers de la BD est très complet, mais dès qu'on sort un petit peu du cadre de la BD, par exemple, une question bête, qu'est-ce qui se passe en Afrique dans l'univers de Freesquill? Il n'y a pas grand-chose. Hein. On a un personnage, Sablon, qui semble venir de là, et encore, on n'est même pas sûr. Ça se trouve, il est peut-être né. En fait, il est banlieusard, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on a créé des trucs. Et en fait, on est parti d'une idée à quoi ressemble un monde contemporain dans lequel il y a des super-héros. Et qu'est-ce que ça implique? Surtout des super-héros, on sait qu'ils existent depuis longtemps. C'est pas un univers à la Marvel où des super-héros ont d'un seul coup popé au milieu du XXe siècle. Non, c'est un univers où le premier super-héros reconnu s'appelle Gilgamesh. Et donc date de l'époque babylonienne. Et donc pendant un certain temps, les héros sont fait passer pour des dieux et réciproquement. Donc du coup, comment imaginer un univers? Déjà, qu'est-ce qui fait qu'un héros est un héros? Qu'est-ce qui déclenche le processus d'héroïsme? D'où est-ce que ça vient? On a quand même pas mal réfléchi à ça. Et du coup, à quoi ressemblerait un monde dans lequel des héros apparaissent, et souvent avec un principe qui était assez intéressant qu'on a créé, qui est que plus un peuple est persécuté, plus des héros puissants vont apparaître en son sein pour contrer justement cette persécution. Quelque part, les pouvoirs héroïques sont presque une sorte d'anticorps à la persécution. Et donc ça change pas mal de choses dans l'univers. Alors le défi après, c'était de faire d'avoir quand même un univers qui ressemble un petit peu à l'univers qu'on connaît, parce que si on se retrouve avec un truc qui est trop exotique, on va perdre les joueurs. Et puis ensuite, donc de concevoir cet univers et ensuite de pouvoir appliquer des concepts de jeu. Et à chaque étape,
on a fait en sorte d'impliquer Florent parce que c'est quand même son univers, même si on bricole des trucs ignobles dedans, il faut quand même que lui soit d'accord qu'on lui fasse subir les derniers outrages à l'univers, donc pas à Florent. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez donné des idées aussi pour certains développements de la BD qui continuent. Alors certes, le cycle est fini, mais ensuite il y a d'autres spin-offs qui continuent et ce que vous m'avez apporté m'aide à écrire la suite, quoi. Parce que je pense qu'il y a un truc qui est très important qu'on a survolé sur 2-3 questions qui, moi, à mon avis, est fondamental, c'est que le jeu de rôle a cette particularité que c'est de la métafiction, c'est de la fiction pour créer de la fiction. En fait, avec un jeu de rôle qui est bien construit, permet d'augmenter une fiction existante, de pouvoir la développer au-delà de ce qu'elle est, au-delà de ce qu'elle pourrait être, au-delà de ce que probablement le créateur aurait pu penser. Là encore, publier, c'est rendre public, c'est aussi quelque part faire en sorte que le jeu cesse d'appartenir à son créateur d'une certaine manière. Justement, en fait, oui, on peut. Je lui demandais justement parce que je rebondissais sur ce que vous venez de dire et je lui disais, mais par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur le fait que tu passais au jeu de rôle et tu as arrêté d'écrire des bouquins, mais moi j'avais tendance à croire que je vous disais tout à l'heure que le fait de jouer au jeu de rôle, ça te donne envie de jouer au jeu de rôle et de construire son propre jeu de rôle. Lire des bouquins ou regarder un film qui vous plaît, ça vous donne envie de faire des jeux de rôle aussi à un moment. Enfin, tout vous donne envie de faire des jeux de rôle à un moment. Mais quelque part, c'est une obsession peut-être. Bref. Mais quelque part, je me demandais à quel point l'inverse n'était pas possible. J'étais étonné. Moi, ce que tu disais était intéressant sur le fait que ça t'a fait partir dans d'autres directions. Et donc, je lui demandais, c'est vrai, en loose day, mais toi, le fait de passer de la littérature comme ça au jeu de rôle, mais le jeu de rôle ne t'a pas en retour nourri des envies de faire de la littérature. Voilà ce qu'on se disait en fait. Voilà, moi je vais te redire ce que je t'ai dit. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai pas envie d'écrire N fois la même chose, même si c'est le même univers. Mais donc, tant que j'aurais pas trouvé une piste qui me permet de partir dans une nouvelle direction, j'ai pas envie. Surtout qu'en ce moment, moi j'ai l'immense bonheur d'avoir un éditeur qui est mon plus grand fan. Même à la limite, trop fan. C'est le fanboy de bordel de merde. À chaque fois que je l'envoie, il me dit c'est génial. Je lui dis non, Michel, non, c'est pas génial, c'est pas ça que j'attends de toi. Putain, bouscule-moi, rentre-moi dedans, fais-moi mal, quoi. Oh oui, Michel, fais-moi mal. Alors après, il y a des trucs qui doivent rester entre vous quand même. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça sortira pas cette salle. Zut. Enfin bref. Et en ce moment, pour te répondre, Julien, j'ai plutôt envie de travailler sur la partie jeu de rôle. Ce qui est génial dans la partie jeu de rôle, c'est que tu places le curseur où tu veux. Tu peux partir d'un personnage, tu peux en mettre 10 pages, parce que tu le trouves super intéressant, tu as vraiment envie qu'il soit très développé, ou tu vas le faire en 3 lignes, voire en 1 ligne. Tu vois l'idée ? J'aime bien ce côté. Moi, dans mon jeu, j'ai souvent des gens qui, par mail, par échange, viennent me trouver en disant « Oui, je trouve que c'est dommage, tu n'as pas développé cet aspect. » Et oh mon gars, c'est quand même pas à moi de faire tout le boulot. Juste fais-le. Voilà. Juste fais-le. Voilà, juste fais-le. Et mais par contre, ils vont venir me voir. Ils disent, ouais, pourquoi t'as pas développé ça ? Oui, c'est vrai, tiens, pourquoi j'ai pas développé ça ? C'est une idée. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus envie de travailler plutôt sur l'univers, pour travailler sur des petites histoires de personnages, de travailler là-dessus. Tu as plus de liberté finalement. J'ai plus de liberté et le résultat est beaucoup plus immédiat. Si tu veux, il y a une ville dans mon univers que j'aime énormément, qui m'a servi énormément de terrain de jeu. J'ai eu des retours de mes joueurs et je me suis dit, tiens, effectivement, je vais développer ces aspects-là. Ça donne un billet de blog, ça donne un truc qui va rester sur un coin de disque dur. Et puis un jour, eh bien, je veux dire, je l'envoie à Michel et ou à d'autres qui me font en retour. Donc voilà. Moi en plus, je lis énormément de grands auteurs. Et voilà, quand je referme le dernier Paul Auster, je me dis putain, l'enfoiré quoi. Je pense que Stéphane, tu connais peut-être un peu ça. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parle de l'histoire du jeu de rôle qui nourrit la fiction et réciproquement, j'ai récemment chroniqué un ouvrage d'une rôliste qui est d'ailleurs ici, Achille Janiox. Si vous n'avez pas lu Adjaï aux 1000 visages, c'est assez sympa. Et en fait, je disais que c'est un roman de rôliste. Il y a vraiment un côté dans le roman où on voit la joueuse de jeu de rôle derrière. Et j'ai Romain D'Huissier qui m'a dit en commentaire, on ne dit pas roman de rôliste, on dit littérature française de l'imaginaire du XXIe siècle.
Et en fait, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, 90% des auteurs de littérature de l'imaginaire francophone, en tout cas français, sont des anciens rôlistes ou des actuels rôlistes. Donc quelque part, il y a cette émulation qui a été faite et je pense que le jeu de rôle a créé toute une nouvelle génération d'auteurs de fiction, de scénaristes de bande dessinée. Florent est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Moi j'ai un témoignage, c'est que si j'ai fait de la bande dessinée et du roman aussi, c'est parce que je suis un mauvais MJ en fait. Voilà, si j'étais un bon MJ, j'aurais continué dans le JDR. Mais vraiment, parce que c'est une expérience assez palpitante. Mais voilà, comme j'ai un esprit d'escalier et que j'aime bien procéder par petites touches et que derrière, j'aime bien que les choses soient vraiment claires et qu'une œuvre transmette quelque chose de vraiment très clair et une enquête soit... parce qu'une œuvre, c'est une enquête. Hein. Enfin, grosso modo, vous proposez une enquête au lecteur. Le lecteur doit comprendre ce que vous essayez de transmettre. Et des fois, vous allez cacher des éléments dedans. Parce que quand vous les cachez pas, c'est trop évident et c'est pas drôle. Donc, quand vous êtes MJ, vous proposez aussi une enquête. Mais c'est vivant, c'est interactif. Et ça, je sais pas faire. Et c'est pour ça que je fais de la BD. Parce que y aller comme ça, en freestyle, avec un texte qu'on a lu avant, qu'on a décrypté et qu'on essaie de retransmettre une émotion à des gens qui parfois sont un petit peu distraits, et ben ça c'est une autre prestation, c'est une autre performance. Et là je laisse la parole effectivement aux gens qui écrivent et qui animent des parties de jeux de rôle, parce que ça effectivement j'admets mon incompétence là. Oui, ce que je vais en profiter pour lancer un appel, ça me paraît, Laurent, c'est que si vous me faites le plaisir et l'honneur de m'intéresser à mon univers, mon éditeur et moi, on est vraiment demandeurs de nouvelles pistes. Et pour ne rien vous cacher, notre projet 2019, c'est un ensemble de scénarios indépendants et d'éléments de contexte, et on a très 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 envie d'inclure d'autres auteurs que nous, tout simplement pour amener une nouvelle fraîcheur, pour amener autre chose, pour qu'on nous bouscule aussi. Oui, ça se fait de plus en plus dans le jeu de rôle, hein, des appels comme ça. Peut-être, Julien, on va peut-être revenir un peu sur toi aussi. Toi, tu as encore une autre démarche, c'est que tu t'es basé sur des légendes préexistantes françaises, que tu as plus ou moins réadaptées à ta sauce ou quoi. Comment, toi, t'es parti de ça pour après faire un jeu de rôle? Parce que, pareil, là, les textes, ils se contredisent des fois entre eux, de ces légendes. Alors, je vais pas être d'une originalité folle. En fait, moi, j'aime bien parler de ce que je connais. Et je suis français, je vis en France, je connais un peu mieux la France que les USA, l'Italie ou la Suède. Et donc déjà, je voulais situer l'action de mon jeu dans un contexte que je connaissais, que je maîtrisais, tant que faire se peut en tout cas. Et puis oui, j'aime bien, depuis tout petit déjà, j'aime bien tout ce qui est légende, superstition, légende urbaine, légende plutôt plus classique. Et puis quand j'ai commencé à me dire, voilà, un jeu un peu social, un peu relationnel, avec un groupe, une meute de loups, quelque chose d'un peu... je me suis dit, placer ça dans un univers effectivement magique était assez évident, mais je voulais quelque chose... Alors, vous n'y avez absolument pas pensé parce que vous êtes des gens honnêtes et je vous en remercie, mais l'une des premières choses qu'on m'a dit, mais depuis le tout début, c'est... Mais alors, et Werewolf, c'est vachement bien quand même. Et donc, il y avait aussi ce truc d'un jeu de loup-garou qui existait déjà et qui, lui, est très high fantasy, qui est très action, qui est très, très spectaculaire, qui est waouh, Chiba, c'est Michael Bay, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre-là. Et donc, moi, je voulais. Quelque part, il y avait une part de réaction par rapport à ça. Je voulais quelque chose qui soit plus proche de ce que j'aime, quelque chose d'un peu plus dans le décalage. Vous savez, pour expliquer ça. Ça commencera à 18h sur la zone jeu de cartes. Oh, ça fait flipper ça. Donc, pour vous donner un exemple, si vous vous déguisez, en fait, imaginez, c'est pas du tout du vécu bien sûr, imaginez que vous êtes caissier dans un supermarché et que c'est le jour d'Halloween. Une année, vous vous déguisez en vampire avec des grosses dents, un gros masque et tout ça. Ce qui est intéressant de constater, c'est que vous faites peur aux enfants et pas du tout aux adultes. L'année d'après, vous mettez juste 2 petits crocs et un petit maquillage léger. Les enfants ne vous voient pas. Et quand vous souriez, les adultes, ils en vont prendre recul.
C'est ça qui m'a fait... Ah zut, je me suis vendu. Enfin, c'est ça qui m'a fait réaliser que le décalage était intéressant. Le fait de ne pas aller dans le gros monstre et la chose machin, mais de jouer sur quelque chose d'un peu plus... Alors, je dis subtil, mais je ne veux pas dénigrer Werewolf. J'y ai beaucoup joué, c'est un très bon jeu, mais c'est juste que la démarche est différente. Donc voilà, j'ai voulu utiliser les légendes de façon un petit peu plus décalée. Prendre une légende, voir ce qu'elle peut avoir d'intéressant et la twister pour la rendre originale, essayer de faire quelque chose d'un petit peu qui sorte un petit peu les joueurs, c'est-à-dire la meute de lycanthropes qui vit dans un contexte où elle est installée, elle a un territoire à gérer. Et bien voilà, maintenant il y a quelque chose qui va se passer qui gêne, qui n'est pas tout à fait naturel, qui n'est pas tout à fait normal, et qui va remettre en question le statu quo et le vivre ensemble que cette meute a installé. Donc voilà, et donc à partir de là, on fait des recherches. Alors il y a Internet, c'est bien. Il y a acheter des bouquins, discuter aussi avec des gens. J'avais notamment pour le Gévaudan un type qui était passionné d'archéologie, tout ça. L'histoire tout court peut servir aussi. Quand il y a les légendes bien sûr, mais parfois une mythologie locale, un dieu gaulois qui est vraiment particulièrement adoré dans tel ou tel endroit, ça peut suffire. Ou même, moi je propose plutôt que d'utiliser des légendes, parfois je propose une créature, un incarné. Bon, pas tout vous raconter mon jeu, là ça va faire un petit peu trop de retape, mais en gros, les légendes peuvent s'incarner dans un être humain. Et par exemple, j'ai eu l'idée de faire du Horla de Maupassant, donc de la littérature, d'en faire une créature possible. Ou d'une légende, on est à Lyon, vous savez qu'il y a une légende qui dit que sous la colline de Fonvière, il y aurait un lac. Et je me suis dit, ça c'est pas évident quand même à faire. J'ai essayé de proposer un incarné à partir de ce lac. Donc voilà, essayer de twister, de trouver des petites choses que j'essaye de faire un petit peu original, hein. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive moins. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, d'essayer de prendre quelque chose, un élément d'histoire, une légende, et d'essayer de la twister, de la rendre intéressante. Du coup, ça fait faire des recherches, ça fait apprendre des choses. Et encore une fois, je redis ce que je disais tout à l'heure, ça se nourrit de soi-même. On apprend des choses, ça donne des idées, on fait un petit twist, du coup ça nous invite à rechercher d'autres choses. Et au final, on fait un jeu de rôle. Voilà. Ouais, je pense que du coup... la différence qu'il y aurait avec Loup-Garou, c'est que Loup-Garou serait une version très américaine de ce mythe, avec les mythes amérindiens, avec le cinéma hollywoodien, les comics, et toi, ce serait peut-être quelque chose de plus français, basé plus sur... Oui, alors encore une fois, je veux pas. C'est un jeu différent qui se fait dans une démarche différente. D'ailleurs, dans Meute, on joue des lycanthropes, ce qui est subtilement différent du loup-garou, mais oui, il y a un vrai parti pris différent. Alors je suis pas en train d'agiter le drapeau français, hein, mais c'est vrai que moi j'ai positionné mon jeu en France, pas par nationalisme exacerbé, mais parce que c'est le pays que je connais le mieux. Et effectivement, essayer d'aller dans une démarche qui soit plus basée sur le relationnel et le vivre ensemble, essayer de réfléchir à ça. Alors attendez, c'est un jeu de rôle, hein. C'est-à-dire que l'idée, on peut tout à fait y jouer. On a des problèmes, des aventures qui arrivent, on les règle les unes après les autres. Mais le sous-texte que j'ai essayé de mettre, c'est cette histoire de vivre ensemble. Là où je pense, mais c'est pas à moi de le dire, à la limite, que Werewolf est plus un jeu action-action, ce qui est très respectable aussi. Mais la démarche est différente. Je ne sais pas si c'est la nature européenne, américaine, c'est possible. Mais c'est l'impression que ça donne quand tu en parles. Je voudrais éviter de rentrer trop là-dedans parce que je suppose qu'on va me sortir un tas de contre-exemples aussi. Donc, non, mais en fait, je rebondis sur ce que tu dis, Julien, c'est qu'il y a un vrai rôle de la culture dans le vivre ensemble. C'est évident dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on nous montre en tant qu'auteur de jeux d'hier ou de BD, ou la manière dont on va représenter les relations humaines. Ça va indirectement influencer les gens qui vont les consommer en tant qu'objet de culture. Je pense par exemple à la grosse mode des zombies. Un zombie, c'est quoi? C'est un humain sur qui on a le droit de tirer, quoi. Donc à un moment donné, c'est intéressant de se poser la question aussi. Ce qui est intéressant, c'est... moi je prends le prisme de la bande dessinée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le zombie... par les Américains, c'est la licence to kill sur des gens qui ont l'air un peu bizarres. Et vu par les Japonais sur I Am a Hero, c'est le mec qui s'excuse de se faire attaquer, quoi. Et c'est très intéressant. Et
Et dans le JDR, il y a aussi cette dimension-là, dans la manière dont on va écrire et aussi créer le corpus de règles. Alors, T'as d'autant je plus. suis d'accord, mais juste, je voudrais dire, je suis pas du tout, mais alors du tout, un expert en film de zombies. Hein. Néanmoins, je connais des gens qui sont bien plus experts en film de zombies, parce qu'il y a des experts en film de zombies. Bon. Et on me dit dans l'oreillette que, ben oui, mais le zombie, tu comprends, dans tel et tel film américain, c'est une image de la consommation de masse. Donc un discours qui paraît plus subtil que le déchaînement de violence. Donc je suis un peu mal à l'aise, si tu veux, à dire, enfin, ce que je voudrais pas, je comprends que c'est pas ce que tu veux dire, hein, mais je voudrais pas qu'on puisse croire que ouais, les Américains c'est tous des bourrins, et alors que nous, en France, on est la culture et on est civilisé, quoi. Bon, Je peux parler de la France. voilà, il y a peut-être des petits marqueurs, hein, on est d'accord qu'il y a des marqueurs, mais tous les Américains ne sont pas Donald Trump, quoi. Non, bien sûr, hein, mais c'est juste. Mais d'ailleurs, Walking Dead marche très bien en France. Hein. Bah, il y a un jeu français Oui. de zombies qui Donc marche voilà, extrêmement bien. donc cette culture de la violence, elle existe aussi en France, mais ça, il faut le savoir. Il faut aussi. Et puis des fois, c'est bien de le consommer aussi. Enfin, moi, je suis premier à consommer de la série B ultra violente et assez gratuite, parce que des fois, ça défoule. Et parmi des séries qui sont assez progressistes, qui étaient progressistes à l'époque, qui le sont moins aujourd'hui parce qu'on a identifié des trucs par rapport à leurs créateurs, comme Buffy. Parmi les épisodes de Buffy, il y en a qui sont carrément fascistes. C'est tout. Et ça, il faut le savoir. Il faut avoir le recul. Mais le recul, on l'a parce que derrière, à un moment donné, on est éduqué aussi. Et l'éducation, ça passe aussi par la transmission des codes et des marqueurs. Et ça se fait à travers n'importe quelle œuvre de fiction. Et dans le jeu de rôle, c'est encore plus fort parce qu'on le vit. Oui. Parce qu'on C'est ça, l'interprète, on fait vraiment des actions sociales autour de la table avec d'autres personnes, quoi. Faut jamais oublier que dire c'est juste du jeu de rôle, c'est un peu du gros bullshit. Ouais. Le jeu de rôle, c'est un média comme un autre, ça peut être aussi profond que la fiction, et ça peut être aussi léger que n'importe quel film de genre Sharknado. Mais oui, c'est pas parce que c'est du jeu de rôle que c'est forcément léger. Et d'ailleurs, le JDR, il est touché, comme tous les milieux, par ce qui touche les problèmes sociaux français, c'est-à-dire le racisme et le sexisme. C'est des choses qui existent aussi en JDR, et il faut en prendre conscience pour justement arriver à passer à s'éduquer pour en prendre conscience. Pas forcément passer outre, parce que la fonction éducative du JDR, elle doit s'arrêter à un moment donné, parce que c'est pas non plus le but de devenir pédagogique, ça deviendrait chiant. On va pas à l'école. On va s'amuser. Sauf dans Quick Squill, on va un peu à l'école quand même. Ouais, on va à l'école pour s'amuser. Mais vas-y. Ouais, non, juste là, l'heure avance un peu. J'aurais peut-être laissé le temps à 2-3 questions avant de s'arrêter, rapide. J'imagine que vous en avez. Non? Oui. On est trop fort, on a tout couvert. Ah, au fond du... Là où le micro va pas. Ah ouais, ça marche. Moi, ça va. Ah ouais, ça marche. Bonjour Johan. J'aimerais revenir sur la notion de système que vous avez abordée, et de tout ce que vous avez dit. Le système, c'est surtout de l'essai-erreur. Vous dites toujours faire tester, enfin voilà, faire relire. Et du coup, pour moi, c'est pas qu'une question de talent, comme ça a été annoncé, c'est aussi une question de essai-erreur, et de pas en effet avoir peur de se prendre des gifles. De savoir aussi se relever, mettre son ego de côté, parce qu'il s'agit beaucoup de ça, et voilà, et Alors Julien a parlé de persévérance quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais je pense que ça va aussi avec l'ego, mais voilà. Non, mais c'est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont être plus doués que d'autres pour faire des systèmes, hein, ça, c'est sûr. Mais même que tu sois doué ou que tu sois pas doué, ça sera toujours mieux en essayant, en testant. Donc évidemment, si tu fais un jeu de rôle à plusieurs, que dans une équipe, vaut mieux donner le système à celui qui est peut-être un petit peu plus doué, qui a peut-être un peu plus l'esprit à ça. Malgré tout, ça ne dispensera pas de tester. Non, enfin, je sais pas. Hein. Ouais. Non, et quelque part, c'est vraiment si on doit peut-être donner un conseil à tout créateur, c'est vous allez vous planter, c'est pas grave, recommencez, ça sera mieux. On va s'arrêter là sur ces bonnes paroles. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci. Vous pourrez retrouver tous ces auteurs sur leur stand respectif. Hein. Donc je rappelle Julien Moreau aux éditions John Doe, Étienne Barre aux éditions Stella Maris,
et Florent Maudou et Stéphane Gallet aux éditions, sur le stand des éditions de Sans Face, parce qu'effectivement c'est édité par Ankama. Tous ces stands sont sur le pôle jeu de rôle de la convention, donc je vous souhaite une bonne fin de convention à tous. Merci d'être venu. Merci. Ah oui.